Emmanuel Macron a foulé le sol polynésien il y a plus de 2 heures, accueilli par Edouard Fritsch et son gouvernement. Il est le 6e président de la République à effectuer une visite officielle en Polynésie française. Emmanuel Macron qui a entamé sa visite au centre hospitalier du Taoné. Nous serons donc en direct avec Stéphane Ratino. Le président a tenu à saluer le courage du personnel soignant. À tout à l'heure, Stéphane. Sa venue est appréciée par les Polynésiens, même s'ils savent que cela ne changera pas leur quotidien. Vous allez entendre les résidents du quartier Pur Yafa'a. Et à la veille de l'arrivée d'Emmanuel Macron à Hivaoa, la population s'inquiète de l'introduction du variant Delta sur leur sol. 3000 personnes sont attendues. La municipalité assure avoir pris toutes les précautions. Et nous serons en direct de Atuona avec Lucille Guichet-Tirao. Elle nous racontera l'ambiance sur place. Enfin, on termine avec nos athlètes polynésiens au JO de Tokyo. Le surfeur tricolore Michel Bourez s'est qualifié pour le 3e tour. Jérémy Flores passe en repêchage. Madame, Monsieur, bonsoir. Il l'avait annoncé, il l'a fait. Emmanuel Macron a posé le pied sur le tarmac de FAA à 17h cet après-midi avec un accueil particulier. Covid oblige, l'arrivée des avions présidentiels s'est déroulée sous haute surveillance avec un contrôle sanitaire pour toutes les personnes à bord. Pas de danseurs et de musiciens, mais un orero et des couronnes de fleurs pour marquer l'accueil polynésien. Caroline Fary et nos équipes sur place. 16h20, l'Airbus présidentiel se pose à Tahiti Far. Emmanuel Macron va fouler pour la première fois le sol polynésien, non sans s'être soumis auparavant au protocole sanitaire du test anti-Covid. C'est seulement à 17h que le président de la République fait son apparition, accueilli par le président Fritsch et par un orero, cet art déclamatoire traditionnel réalisé par 2 élèves du Conservatoire artistique de Tahiti. Emmanuel Macron, accompagné du ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, va ensuite saluer la 50aine de personnalités du pays et de l'État venues l'accueillir. Une visite symbolique, puisque les Polynésiens attendent le président sur le terrain du nucléaire, un dossier brûlant sur lequel il ne pourra pas faire l'impasse, comme l'espère Edouard Fritsch. Nous avons besoin tous aujourd'hui qu'il y ait une vraie confirmation de cette volonté aujourd'hui de l'État, enfin, de régler ces problèmes du nucléaire, de changement de paradigme, de changement de comportement. Et il faut qu'après ce voyage, nous soyons apaisés. Un symbole également, car c'est la première visite d'Emmanuel Macron à un territoire d'outre-mer depuis le début de la crise sanitaire. Le chef de l'État vient prendre le pouls d'une collectivité où les cas de Covid-19 repartent à la hausse. Son message aux Polynésiens sera clair, vaccinez-vous. Et sur la vaccination, les gens viennent ici aussi directement ou ils vont directement au centre? De vaccination au premier étage. Même si les attentes du personnel soignant de l'hôpital où il se rend à peine arrivé iront sans doute vers les conditions de travail et le pass sanitaire. Et en parallèle, les membres de l'association 193 et les militants Tavinihur Atira s'étaient rassemblés en face de l'aéroport de FAA pour un sit-in pacifique encadré par les gendarmes. Les militants qui ont été obligés de retirer leur banderole de propagande ont opté pour une statue de la liberté. Brigitte Olivier et Jérôme Lee. Désormais, la liberté aux couleurs du Tavini accueillera les voyageurs quand ils sortiront de l'aéroport de Tahiti Far. Un geste symbolique comme les aime Oscar Temaru. Le leader du parti indépendantiste avait convié ses proches et les responsables des associations pour un accueil à sa manière au président Macron. Mais pas de grande foule. Oscar Temaru prône toujours les manifestations pacifistes et voulait éviter tout dérapage. Il faut éviter les débordements. Ça fait plus de 40 ans qu'on fait des manifestations. Il n'y a jamais eu de débordement. Je pense que voilà, on doit donner l'exemple. Parce que si ce pays accède un jour à l'indépendance, il y aura certainement des manifestations contre ceux qui seront aux affaires du pays. Il faut que ça reste dans un cadre bien précis. Les gendarmes mobiles ont cependant joué la prudence. Ils ont interdit aux manifestants de s'approcher de la route empruntée par le cortège présidentiel. Quelques invectives ont fusé. Petit moment de tension avec les forces de l'ordre. Et finalement, le président de la République est passé en saluant tout le monde.
Voilà, et puis nous allons tout de suite à l'hôpital du Taoné pour rejoindre donc Stéphane Rattino qui est en direct avec nous. Nous allons entendre justement le président Emmanuel Macron. Agressif avec un nombre d'augmentation des cas, des hospitalisations et des réanimations qui arrivent ici aussi. Et donc mon message était simple et repose autour de deux convictions qui valent pour la Polynésie française, mais pour l'ensemble du territoire français. La première, c'est que nous avons une arme qu'il faut utiliser, qui est le vaccin. Le vaccin est ici largement disponible. Il y a plusieurs centaines de milliers de doses qui ne sont pas utilisées, qu'il faut continuer à utiliser, mais partout, nous devons nous faire vacciner. La grande différence avec il y a un an, c'est qu'aujourd'hui, on a un vaccin. Il y a plus de 3 milliards d'habitants dans le monde qui l'ont utilisé, sur lequel maintenant on a un recul depuis plusieurs mois. Et on sait qu'il protège y compris contre ce variant. On sait que quand on est vacciné, on protège aussi les autres, parce qu'on est plus contagieux. Et on sait qu'on protège l'ensemble de la collectivité, parce que quand bien même on l'attraperait, dans des proportions bien moindres, eh bien on ne fait plus de formes graves. Et donc, si on aime sa propre liberté pour soi, et si on respecte les autres, le seul geste à faire, c'est se faire vacciner. Le seul. Et ça, c'est le premier message. Et je le dis partout sur notre sol. Deuxième chose, c'est qu'évidemment, c'est un message de soutien à l'ensemble des équipes soignantes parce que la pression va continuer à monter. Et donc, il est important que nous continuions d'être mobilisés. J'ai vu ici des équipes formidables qui, avec beaucoup de courage, ont su affronter les vagues précédentes. Je sais qu'elles sont prêtes, mais nous continuerons là aussi à être à leur côté, avec le matériel, avec si besoin la réserve sanitaire et les moyens militaires. Voilà les deux messages principaux. Monsieur le Président, comme vous le savez certainement, la Polynésie connaît un taux de vaccination très faible, 30%. Aujourd'hui, vous avez certainement vu en passant devant des manifestants qui manifestaient contre l'éventuel pass sanitaire. Est-ce que vous pensez que pour encourager les Polynésiens à se faire vacciner, un pass sanitaire en Polynésie sera obligatoire ? Nous aurons l'occasion d'y revenir durant tout ce déplacement. Je pense que la première chose, je crois d'abord à la conviction et à la responsabilité individuelle. Je pense que c'est la responsabilité de tout le monde, des décideurs, de celles et ceux qui ont de l'influence, d'expliquer, de convaincre, d'amener. Je vous le dis d'un point de vue... Moi, je ne suis pas médecin, mais j'écoute celles et ceux qui savent. Les sociétés savantes, les meilleurs experts, d'abord, ont homologué ces vaccins et ensuite en mesurent l'efficacité. Et donc, ce que je vous dis repose sur la science. Ça, c'est le premier point. Pour toutes celles et ceux qui croient à la science, il faut se faire vacciner. Ensuite, il y a le rôle des traditions, des cultures. On a vu une formidable innovation et une praticienne ici qui se déploie à l'hôpital. Et je salue vraiment ce geste et cette innovation, cher Président. Et je lui demandais si elle était vaccinée. Elle m'a dit « je suis vaccinée ». Et donc, elle m'a dit « je l'ai fait, mais je convainc ». Donc, je compte beaucoup sur madame. Et sur toutes celles et ceux qui, comme elle, sauront aussi ouvrir une autre voie, à côté de la voie, je dirais, scientifique, oserais-je dire cartésienne, qui est celle de la culture, des pratiques, d'un autre dialogue, du langage, du cœur, de la culture, et aussi d'une forme de passage plus ancestral, et qui se respecte tout autant. Ça, c'est le deuxième levier. Et puis le troisième, c'est partout, nous devons faire société. Et on ne doit jamais l'oublier. À juste titre, nous sommes tous et toutes attachés à la liberté. C'est ce qu'on veut. Et on est attaché à la liberté pour nous-mêmes, pour nos proches. On est attaché aussi à la liberté dans un territoire formidable comme celui-ci, qui doit accueillir le reste du monde aussi dès que possible. Aucune liberté n'existe sans devoir. La liberté où je ne dois rien à personne n'existe pas. C'est une fiction. Les gens se mentent à eux-mêmes. Ma liberté ne s'arrête que là où la liberté de l'autre commence, mais surtout, elle repose sur un sens du devoir réciproque. Que vaut votre liberté si vous me dites « je ne veux pas me faire vacciner ». Mais si demain vous contaminez votre père, votre mère ou moi-même, je suis victime de votre liberté, alors que vous aviez la possibilité d'avoir quelque chose pour vous protéger et me protéger. Et au nom de votre liberté, après-demain, vous allez peut-être avoir une forme grave, vous allez arriver à cet hôpital. Ce sont tous ces personnels qui vont devoir vous prendre en charge.
Et peut-être qu'ils devront renoncer à prendre quelqu'un d'autre, déprogrammer une opération au nom de votre liberté. Ça n'est pas ça la liberté. Ça s'appelle l'irresponsabilité. Ça s'appelle l'égoïsme. Une société ne tient que quand la liberté de chacun est respectueuse de l'autre. Et donc elle repose sur des droits et des devoirs. Le Sénat a modifié en partie le texte sur le pass sanitaire cette nuit, se faisant écho aussi d'une partie de la population qui manifeste contre ce pass sanitaire. Est-ce que à la fois ces modifications au Sénat et ces manifestations pourraient vous faire assouplir cette utilisation du pass sanitaire ou faire bouger quelques lignes? D'abord, je pense qu'il importe de ne surtout pas mettre ces deux sujets sur le même plan. J'assume totalement d'avoir pris des décisions le 12 juillet dernier qui s'imposaient parce que mon rôle, là où je suis, éclairé par les équipes scientifiques, les structures compétentes et avec le gouvernement, c'est de prendre des décisions. Et de prendre des décisions pour protéger les Françaises et les Français. Et j'assume totalement les décisions que je prends à cet égard. Protéger et à chaque étape de la crise, prendre des décisions proportionnées, reposant sur la responsabilité de chacun, mais aussi parfois les contraintes collectives que nous devons avoir pour toujours protéger. Je les assume. Ensuite, il y a un débat démocratique. Et il est donc légitime, normal, que les parlementaires, à l'Assemblée nationale et au Sénat, discutent et modifient, comme notre Constitution le prévoit, le texte qui a été soumis par le gouvernement. J'invite d'ailleurs toutes celles et ceux qui parfois prononcent des grands mots lorsqu'on parle de la France à juste constater que c'est ça qui s'appelle la démocratie. Que des femmes et des hommes élus légitimement par le peuple pour légiférer puissent modifier un projet de loi déposé par le gouvernement. C'est ce qui se passe. Étant le garant des institutions, je n'ai absolument pas à commenter telle ou telle chose, mais à simplement souhaiter que ce travail démocratique se fasse dans l'apaisement, l'efficacité, et qu'il puisse cheminer jusqu'à ce que nous ayons un texte dûment voté, puis qui sera soumis au Conseil constitutionnel, comme l'a dit le Premier ministre, et qu'à ce moment-là, je promulguerai. Pour le reste, je pense qu'il faut continuer le travail de conviction, je dirais inlassable, pour que nos concitoyens se fassent vacciner. Je me félicite que durant les 15 derniers jours, on ait constaté une forte augmentation de la vaccination. Nous passerons sans doute dans les prochaines heures le cap des 40 millions de primo-vaccinés. On ne pensait pas passable avant plusieurs semaines. Donc il y a eu une forte accélération. On doit continuer car il y a encore des doses disponibles et je le redis, le vaccin est la seule protection efficace. Il faut le compléter par des fameux gestes barrières contre le virus, par une prudence, une précaution qu'on connaît, mais le vaccin est entre nos mains. Et donc c'est ça qui compte. Et après, chacune et chacun est libre de s'exprimer dans le calme, dans le respect de l'autre, sauf à ce que le virus ne cède aux manifestations, mais tel que j'ai compris son fonctionnement depuis le début, je ne crois pas qu'il y ait grande efficacité à manifester contre lui. Vous voulez parler d'irresponsabilité, Monsieur le Président. Est-ce que vous visez notamment les personnes plus nombreuses ce samedi que samedi dernier qui ont manifesté contre l'instauration? La manifestation est un droit constitutionnel. Je respecte toute personne qui s'exprime librement dans notre pays et manifeste. Et je les écoute et avec beaucoup de considération. Maintenant, je pense que la priorité, elle est à la mobilisation. Vous savez, je l'ai dit il y a 1 an et demi. À l'époque, on trouvait que j'étais pessimiste ou excessif. On s'est aperçu que j'avais peut-être pas tort quand je parlais d'une guerre. Bon. La caractéristique de cette guerre contre le Covid-19, c'est une guerre qui nous réunit tous. Parce qu'on se bat tous ensemble contre cet ennemi invisible. Ne nous divisons pas. Donc je suis très respectueux pour chacun. Je comprends très bien qu'il y ait certains de nos concitoyens qui aient peur. Non, je pense simplement que nous sommes la nation de Pasteur, nous sommes le pays des Lumières. Lorsqu'il y a des faits avérés, il faut quand même regarder la science. Quand on parle d'une épidémie, le mieux c'est d'écouter les scientifiques. Quand on veut se faire soigner, on va dans un hôpital. Bon, quand on traite une épidémie, il vaut mieux écouter les scientifiques. Les scientifiques nous disent quoi? Ce vaccin est efficace, utilisez-le. Donc j'invite chacun à le faire. Je respecte les doutes. Je pense qu'aux doutes, il faut répondre par la patience, la conviction, l'accompagnement, le respect. Après, je constate aussi qu'il y a des gens qui sont dans la mobilisation, si je puis dire, elle irrationnelle, parfois cynique, manipulatrice. Je ne suis pas pour la post-vérité.
parce que je pense que dans nos sociétés, quand on parle de science, il y a encore des choses qui sont vraies et d'autres fausses. Voilà, donc je continuerai ce travail inlassable de conviction, dans le calme, dans le respect de l'autre, et surtout dans l'unité. Et moi, c'est un appel à l'unité que je veux faire. Nos compatriotes aujourd'hui doivent être tous mobilisés pour qu'on vaccine le plus de monde possible et pour que tous ensemble, on fasse justement esprit de résistance face à ce virus. Monsieur le Président, oui. Il y a le pass sanitaire, il y a les restrictions qui reviennent dans certains territoires. Est-ce que, et les manifestations pourraient en être une preuve, est-ce que vous ne vous inquiétez pas de l'acceptabilité de ces mesures et de cette double contrainte finalement qui va peser sur les Français? Vous savez, d'abord, je pense qu'il faut être très précis. Le pass sanitaire, la loi n'est pas votée, donc je serai prudent, mais n'est pas applicable dans les bars et restaurants avant le mois d'août. Il est donc légitime que dans des territoires où l'incidence augmente très fortement, il y ait des mesures de freinage, le pass sanitaire n'étant pas possible dans ces établissements, qui soient prises. Elles ne sont pas cumulatives aujourd'hui. Le pass sanitaire n'est possible que dans les structures de rassemblement, les concerts, les festivals, etc. Pas dans les lieux de la vie quotidienne. Donc il ne faut pas tout confondre. On a tendance à confondre la réalité et le débat pour dans les semaines à venir. Aujourd'hui, le pass sanitaire, de par la loi, n'est pas imposé dans les bars et les restaurants, dans ces endroits où parfois l'épidémie pourtant remonte. Donc il est normal, au plus près du terrain, on a appris de notre expérience. Qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, je le rappelle, si on ne veut pas la contrainte, si on veut vraiment au maximum vivre le plus normalement avec le virus, le vaccin. La deuxième chose, quand il y a une accélération très forte de ce variant, il est légitime qu'il y ait au plus près du terrain, en concertation avec les élus, des mesures pour protéger chacun et pour éviter qu'on aille dans des situations qui soient plus graves et hors de contrôle. Et ça, je ne vais pas m'exprimer là-dessus, c'est une liberté qui est laissée au terrain, elle est légitime et nécessaire. Troisième point, pour éviter cela, nous avons cette stratégie qui est vaccination, passe sanitaire. Mais il faut pour ça que la loi soit votée, qu'elle soit déployée, donc il faut attendre quelques semaines. C'est pour ça que ça n'est pas un cumul aujourd'hui. C'est une étape, j'insiste là-dessus. Merci beaucoup. Monsieur le Président, excusez-moi encore une fois, je parle toujours santé, et notamment au niveau de la caisse de prévoyance de santé. C'est un thème qui a été abordé lors de la table ronde, et notamment le remboursement aujourd'hui des frais avancés de la CPS, soit à peu près 600 millions d'euros. Est-ce que l'État va prendre aujourd'hui ses responsabilités? Alors j'aurai l'occasion sur ces sujets, en particulier les sujets qui sont très attendus, je le sais, nucléaire, remboursement, etc. J'y reviendrai de manière spécifique demain et après-demain. Donc vous pouvez compter sur moi, je répondrai à ces questions et vous aurez l'occasion de toutes me les reposer à la fin du séjour. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, c'était donc la première rencontre du président de la République avec la presse locale en direct de l'hôpital du Taoné. Emmanuel Macron, qui vous venez de l'entendre, a tenu à saluer le courage du personnel soignant du CHT du Taoné. Un message fort également, vous l'avez entendu, la vaccination. C'est bien cela, Stéphane Rattino, vous êtes sur place. Oui, effectivement, la vaccination, c'est un thème, un leitmotiv qu'a martelé le président de la République. Il dit « J'ai confiance dans la science, nous sommes pour la vaccination, c'est un rempart pour tenter de contenir la prochaine vague de pandémie qui se prépare aussi bien au niveau européen, métropolitain, qu'ici. » Il a dit « Nous sommes ensemble dans le même bateau et la France sera toujours à vos côtés. » Et ce côté, c'est sans aucun doute aussi le fait que l'ensemble de la réserve médicale peut être mise à disposition de la Polynésie, si nécessaire également l'armée. D'ailleurs, c'est le discours qu'ont tenu également les soignants lors de la visite du président de la République dans les doubles services de réanimation et de Covid, où le mot merci est revenu. Merci d'avoir envoyé la réserve médicale au mois de janvier. C'est vrai que ce n'était pas un nombre important de soignants qui sont déplacés, et ce sont des gens qui ont apporté leur expérience et qui ont permis au centre hospitalier du Taoné de peaufiner sa réponse à partir de l'engagement des soignants. Également, on a parlé de cancer. Nous en parlions pendant le direct. Vous le savez, l'Institut du cancer a été validé par un texte du Conseil des ministres du 13 juillet. Eh bien, le président a rappelé que des ponts, des coopérations, notamment avec l'Université de Bordeaux, se mettaient en place pour soigner le cancer, chercher, former, prévenir. Mais cette réalité de l'Institut du cancer s'inscrit aussi dans une logique de géopolitique. Le but, c'est de rayonner
donner dans l'ensemble du Pacifique Sud pour que la France se fasse une place dans la coopération dans ce territoire si lointain de la métropole. Troisième élément annoncé est la promesse faite auprès du personnel hospitalier, renforcer le service de pédiatrie en relation avec le pays pour que ce service-là soit le plus optimum possible au bénéfice de la population du territoire. Restent maintenant les questions de compensation CPS, etc. Vous l'avez entendu pendant la conférence de presse du président de la République. Eh bien, les réponses seront données demain et après-demain et mardi. Il s'y est engagé de manière très solennelle. Il ne veut pas évincer ou mettre certains sujets de côté. Il dit qu'il va répondre. Reste après le ton, l'émotion, le caractère vraiment enjoué de la rencontre entre le président de la République et les personnels. Emmanuel Macron s'est arrêté partout. Et il a eu un mot pour tous, dans tous les services. Et d'ailleurs, le docteur Parra, que nous avons écouté pendant notre direct, qui lui a remis un mémoire, une préparation de thèse soutenue par une médecin polynésienne à Bordeaux, sur tout ce qui concerne la tradition culturelle au service des malades. Il en a parlé dans sa conférence de presse, manière de dire que le président de la République est vraiment dans le bain de la réalité polynésienne. Demain, la visite continue. Et pour conclure cette prise de parole, le mot « merci », c'est d'ailleurs le mot qu'il a écrit sur une blouse remise par le personnel médical qui sans aucun doute va l'encadrer ici comme souvenir du passage du président de la République. Merci beaucoup à Stéphane Rattino pour cette synthèse en direct du CHT du Taoné. Vous venez de l'entendre, Emmanuel Macron qui a salué le courage de ces hommes, ces femmes, médecins, infirmiers, personnels, aides-soignants, durant la pandémie. Ils sont à flux tendu, témoigne une infirmière. Je vous propose de l'écouter, suivi d'Emmanuel Macron. C'était ses premiers mots. Le personnel est fatigué, fatigué. En tout cas, on a beaucoup moins d'enthousiasme que la première vague, entre parenthèses, pour que les gens reviennent nous aider à nouveau, parce que c'est vrai que ça demande quand même une remise en place de toutes les procédures, etc. Et surtout intellectuellement, physiquement, psychiquement, c'est difficile. C'est pour ça que je milite beaucoup pour que le personnel qui, lui, reste en place et qui, je l'espère, ne va pas démissionner, parce que la fatigue, c'est surtout pour la fatigue, sinon pour le reste, tout ce qui est de toute la politique de santé qui est mise en place, elle est adoubée par tous les soignants. La plupart sont vraiment très contents du cap qu'on a, en fait. On n'a pas envie d'avoir d'autres caps. Ce que nous vivons tous ensemble depuis maintenant près d'un an et demi, c'est le front de l'épidémie et de la lutte contre le Covid-19. Vous avez ici tenu, comme d'ailleurs partout sur le sol français, contre l'épidémie, pour protéger, pour soigner, mais dans un contexte sanitaire un peu particulier qui a été le vôtre. Une première vague moins forte, une deuxième vague très dure, on en parlait de août 2020 à janvier 2021. Et au moment où nous nous parlons, avec ce fameux variant Delta, une épidémie qui est en train de reprendre. Et donc, moi, mon message est simple à cet égard. Le premier, se vacciner. Tous les soignants que j'ai pu voir depuis le début de mon passage ici ont été clairs, limpides avec moi. Nous croyons dans la vaccination, nous sommes pour la vaccination. Et je veux ici dire que vous êtes tous engagés dans des métiers de science et du soin, vous le savez ô combien. Lorsque la science donne des armes, il faut les utiliser. Et donc je veux ici lancer un message très fort pour appeler chacune et chacun à se faire vacciner, parce qu'on le voit partout dans les chiffres et sous toutes les latitudes, quand on est vacciné, on est protégé. On ne diffuse quasiment plus, en tout cas beaucoup moins le virus, et surtout, on ne tombe plus malade, ou quasiment plus. Et dans les très peu de cas où on tombe malade, on n'a plus les formes graves qui finissent ici. Et donc la vaccination est un combat essentiel, et je vous remercie aussi de la mobilisation qui est la vôtre à cet égard, pour les personnels soignants justement de l'hôpital et hors de l'hôpital, mais plus largement pour toute la population. Nous allons maintenant à Purey, un quartier populaire de Faa. Faa qui est aussi le fief des indépendantistes. Dans cette partie de la commune, la venue du président de la République est vécue avec considération. Néanmoins, sur le fond, les citoyens n'attendent rien de bien concret dans leur vie quotidienne. Stéphane Rattino et Patita Savea. Il y a la tendresse et les mêmes gestes de l'amour filial. Ils apportent les soins d'une mamie à sa petite fille. Visite présidentielle ou pas à Tahiti, la vie quotidienne reproduit les scènes d'habitude. En ce samedi, sous l'arbre, les amis, 3 générations de Purey, se retrouvent.
La politique n'est pas leur agenda, mais ils ont un regard sur la visite d'Emmanuel Macron. Macron, excellent. Il n'y a rien à dire. C'est important qu'il vienne? Oui, très important. Qu'est-ce que tu attends, toi? J'attends beaucoup de milliards qui arrivent et voilà, beaucoup de biens. Pour aider les gens à s'en sortir économiquement? Voilà, nous, on le rembourse en prière, que des milliards de prières. Voilà, on n'a que ça. Parce que la situation est difficile pour l'instant? Voilà, c'est dur, il n'y a pas de travail. Il va falloir qu'on va régler la question de la bombe nucléaire. Sinon, notre île est là-bas chez nous, en Muri et à Fongatafa. Voilà, c'est tout. Ouais, pour un jeune comme toi, c'est important ce devoir de mémoire. C'est clair, c'est le devoir de mémoire. Il nous a foutu la bombe au cul, alors voilà. Alors, il s'est trompé de président, c'était De Gaulle, c'est pas Macron, il s'est trompé. Toi, tu veux qu'il parle de la bombe atomique? Oui. Et tu vas regarder ce qu'il va faire? Tu vas regarder la télévision pendant ces 4 jours? Oui. Et le côté. Okay. Donc ça t'intéresse, l'avenue du président? Oui, non, entre les deux. Oui. Ouais. Chacun a sa propre histoire, une trajectoire de vie. Mais dans le quartier, le prisme du sous-emploi et de la précarité du logement définit un quotidien qui bien souvent assigne à résidence entre un système d'aide et de solidarité familiale et une demande d'une meilleure considération sociale. À vrai dire, pas un rejet de la politique, mais un doute sur sa capacité à réenchanter la vie. Oui, bienvenue, président. Il faut venir voir les quartiers à Salé. Il y a des choses qui ne vont pas dans le gouvernement. Il y a des personnes qui attendent des logements, comme ma fille. Les logements, ça fait des années. Et il y en a qui bénéficient des logements, qui travaillent dans des bureaux, dans les mairies, dans des bons postes, dans des conseillers. Ça ne va pas, non. Nous, on ne voit pas. Il faut venir dans les quartiers. Il y a des associations qui existent pour ça aussi, hein. Ben, heureusement. Mais pour dire que ça a venu, moi, je suis content qu'il vienne, le président. Mon mari, il a été fait à la sécurité pour Chirac. Tu aimerais qu'il parle de la vie quotidienne aux gens? Oui, quand même, qu'il s'intéresse un peu plus à tout le monde, mais pas forcément qu'à sa crise, au masque qu'il faut porter ou au vaccin qu'il faut peut-être obliger ou pas. Mais, ouais. Et les jeunes gens, ils voudraient qu'on leur parle de quoi? D'emploi, de logement? Oui, du logement, de personnes par exemple aussi qui sont comme les SDF, qu'on puisse les aider. Il y a tellement de choses, de sujets sur lesquels on peut en parler. Mais... Il va apporter des choses au pays? Non. Blabla, c'est un mot. Tu attends rien, toi? Tu penses que ça va servir à rien? À rien. Ici un constat, la figure du président de la République est toujours respectée. Sa visite en Polynésie est vécue comme un honneur dans le quartier, même si l'on pense qu'elle ne changera pas radicalement le quotidien. Et en marge de l'actualité présidentielle, il y a aussi ceux qui ont préféré profiter du beau temps. Les loisirs, ce n'est pas ce qui manque. Parapente, plaisance ou encore plage. La vie suit son cours. Kaline Liénard et Mirko Van Foo. La plage en famille ou entre amis, c'est le rendez-vous incontournable du week-end en Polynésie. Ambiance farniente, la venue du président Macron n'est pas dans les esprits. Comme si, pour moi, il n'arrive pas, c'est des jours normaux. Donc, la vie est belle comme ça. À la plage, je fais ma vie et je suis heureuse. Comme à la maison, le cadre en bonus, ici on fête l'anniversaire de la petite dernière de la famille. La 6e visite présidentielle n'est pas vraiment à l'ordre du jour. C'est intéressant qu'il descende pour la population qui s'est passée pour le nucléaire. Hein. Et le moment quand est-ce qu'il descend aujourd'hui. On n'a pas vraiment besoin de lui, on a notre gouvernement, tout ça ici. Je sais pas. Pour moi, non, ça ne change pas. Retour d'une matinée sur le lagon pour ces plaisanciers, partis suivre la course de pirogue Te-Eito. Une autre actualité, bien loin des préoccupations politiques. Je ne vais absolument pas suivre ce qu'il va venir faire ici. Je suis content qu'il soit là, mais ça ne m'apporte pas grand-chose. Je ne me suis pas vraiment intéressée. Je sais qu'il vient pour des causes qui sont locales principalement, donc j'espère que les gens qui l'attendent auront leur réponse. Mais de mon point de vue, ça ne me touche pas personnellement en tout cas. Donc ça ne va pas chambouler notre journée, on va profiter comme tous les week-ends. Pour d'autres, il s'agit de prendre de la hauteur et surtout de s'éloigner de l'effervescence autour de la venue d'Emmanuel Macron. Je suis de loin, pour être honnête, mais après, ça ne va pas changer à mon quotidien. Comme tous les samedis, quand le temps le permet, on va aller faire du parapente. Quand il s'agit de profiter du week-end, même une visite présidentielle ne change pas les habitudes de certains.
Et l'on aurait pu croire que l'arrivée du président engendrerait des bouleversements en termes de sécurité dans la ville. Mais ce matin, le calme régnait à Papeete. Seul l'aéroport de Taitif-AA montrait quelques préparatifs de dernière minute. Caroline Fari et Hubert Liao. Papeete, un samedi matin comme un autre, rien ne laisse présager de l'arrivée ce jour du président de la République. Sauf peut-être ses portraits de personnel soignant, ses drapeaux érigés le long de l'avenue Povana à Opa et ses tribunes montées en prévision du dépôt de gerbes au monument aux morts. Rien à signaler non plus du côté de l'hôpital de Taoné où Emmanuel Macron doit se rendre à sa sortie d'avion. Seul indicateur du déplacement du président, l'aéroport où un dispositif spécial se met en place avec des restrictions de stationnement à partir de midi. Les vols domestiques sont assurés comme d'habitude jusqu'à l'arrivée du président. Pendant les opérations et le timing de l'accueil du président, évidemment, il n'y aura pas de vol, c'est dans tous les pays pareil. Et donc certains vols pourraient être retardés ou avancés. Enfin, il pourrait y avoir quelques modifications d'horaire sur les vols domestiques sur cette plage-là, qui théoriquement est en fin d'après-midi. Et après, ça reprendra tout à fait normalement une fois que le président quittera l'aéroport. Des consignes destinées à fluidifier les opérations et permettre un accueil en toute sécurité. Les vols internationaux prévus ce soir ne devraient pas être perturbés par ce dispositif. Vous l'avez entendu tantôt, le président Emmanuel Macron pousse à la vaccination. Pendant ce temps, les antivax et les antipasses sanitaires continuent à faire de la résistance. Comme des milliers d'autres, ils se disent défenseurs des droits de l'homme dans le monde. Une centaine d'opposants s'étaient réunis place Papeete avec pour slogan « La liberté ». Mélissa Chong et Jérôme Lee. Armés de leurs pancartes et de leurs voix, plus d'une centaine de sympathisants des libertés individuelles se sont réunis place Papeete pour protester. Une marche qui fait écho au mouvement mondial Worldwide Demonstration, traduisait défenseurs des libertés et qui réunit plus de 180 villes. On est contre le pass sanitaire, on n'est pas contre la vaccination. Aujourd'hui, c'est vacciné, non vacciné, pro-vax, anti-vax. Le principal, c'est la liberté. Teina et sa petite famille tenaient à être présents pour clamer leur refus du pass sanitaire. C'est l'occasion pour nous d'exprimer notre désaccord complet contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale. Après, tu es mère de famille. Par rapport à tes enfants, est-ce que ça te fait peur, le variant Delta? Mais complètement, c'est pour ça que je me bats, c'est pour eux en fait. Qu'est-ce qu'on va leur laisser? C'est juste pas possible. Il faut qu'on se bouge, il faut qu'on fasse quelque chose pour aller à l'encontre de tout ça. Plus que de parler de vaccins, d'antivax et tout, là on parle de liberté et surtout de comment est-ce que le gouvernement arrive à faire passer des choses qui sont très borderline. Et c'est surtout ça qui m'intéresse, c'est de s'opposer à notre mode de gouvernance aujourd'hui qui ressemble plus trop à une démocratie. Nous avons été créés avec un libre arbitre. Pourquoi est-ce qu'on nous impose des choses? Et en plus, le problème, c'est que ce pass sanitaire, ça nous empêche d'avoir de la nourriture, ça nous empêche d'aller un peu partout. Ça va pas, il y a un problème là. Le pass sanitaire est appliqué depuis le 21 juillet en métropole. Sera-t-il instauré en Polynésie française? La question reste en suspens. Pour rappel, le variant Delta a beaucoup progressé cette dernière semaine sur le territoire. Et comme nous vous le disions hier soir, le variant Delta se propage de façon inquiétante. Ce samedi, la Polynésie compte 273 cas actifs, dont 71 cas supplémentaires en 48 heures, 5 hospitalisations. Et en attendant l'arrivée d'Emmanuel Macron demain, une arrivée prévue à 16h30 à Hivaoa, où pas moins de 3000 personnes sont attendues sur place, les populations des vallées s'inquiètent des variants de la Covid-19 que ce rassemblement pourrait engendrer. La municipalité rassure, toutes les précautions ont été prises. Sur place, Lucille Guichet-Tirao et Patrick Tsing. À la veille de la première visite présidentielle, Atuona bruisse au rythme des préparatifs. Mais du côté de la population, tous ne sortiront pas forcément de leur vallée pour se mêler aux 3000 personnes attendues. La Covid, c'est sûr qu'on est inquiet, mais je pense que dans toutes les îles, la base, les maires ont pu voir comment ça se passe et puis ils se sont protégés. Je pense que ça va aller. Enfin, moi j'hésite un peu comme il y a du monde qui arrive. Ça fait un peu peur quoi. Par rapport à quoi? Par rapport à la maladie, le Covid, tout ça. Car les 6 îles marquisiennes sont actuellement Covid-free, aucun cas détecté.
Au dispensaire de Hivaoa, les consultations se mêlent aux vaccinations. L'équipe médicale reste mobilisée et note l'engagement de la population marquisienne. On est conscient qu'il y a du coronavirus Delta qui circule sur Papeete, qu'il y a des vols qui arrivent tous les jours et que donc il y a des risques qu'on soit face au virus dans les semaines à venir. On est quand même pas mal vaccinés, je crois qu'on est une des archipels la plus vaccinée de Polynésie française. Nous, on en est à un peu plus de 1000 qui ont eu les 2 injections et puis on sera aux alentours de 1002 qui ont eu au moins une primo-injection à la fin du mois. Donc c'est plutôt pas mal sur une île de 2400 habitants. Hivaoa attend 1000 personnes venues des autres îles de l'archipel et environ 150 officiels rassemblés sur le grand stade de Hatuona face à la baie. La commune se prépare depuis 1 mois et demi, alors pas question de laisser un virus gâcher l'esprit de la fête. Le pays l'État nous a envoyé 4000 masques qu'on a distribués donc dimanche et lundi avec du gel. Donc pour l'instant nous sommes Covid-free, les 6 îles des Marquises. Donc on pense quand même qu'il n'y a pas de malades, mais on va quand même rester vigilants. Au-delà des idées et du contexte sanitaire, c'est avant tout la fierté qui prime sur l'île, celle d'avoir été choisie pour un événement à la portée nationale et de faire rayonner la culture marquisienne. Et cette démonstration culturelle passera aussi par l'art culinaire, les plats typiques des Marquises. Lucille Guichet-Tirao, vous êtes en direct. Oui, nous sommes ici à la délégation de Nukuhiva qui regroupe environ 120 personnes qui sont hébergées dans l'internat du lycée d'Hatuona. Et vous le voyez derrière moi, ce sont les dernières préparations pour les costumes végétaux et jusqu'il y a peu encore les préparatifs pour le umutao, le four marquisien, puisque chaque île préparera ses spécialités culinaires et jusqu'à il y a peu, c'était encore le moment des plats tressés en feuilles de cocotier. Voilà donc qui symbolise un petit peu l'état d'esprit qui règne ici à Hivaoa à la veille de la visite d'un président de la République pour la première fois. Beaucoup d'honneur et de fierté d'abord, mais sans oublier pour autant la réalité du quotidien. On se sent un peu seul, nous a confié tout à l'heure Denis, un habitant de Tahuata, l'île la plus petite de l'archipel avec seulement 62 km². On ne nous entend pas, on ne nous voit pas. C'est le moment de dire au président qu'on existe. On est la France du bout du monde, nous a-t-il dit. La population marquisienne qui réclame toujours une offre de soins plus adaptée qui évite les évassanes risquées, souvent en bateau dans une mer parfois agitée, et des moyens de transport facilités entre les îles. Merci Lucille Guichet, on vous retrouve donc demain. Avant de s'envoler pour Hivaoa demain après-midi dans la matinée, Emmanuel Macron se rendra au monument aux morts pour une cérémonie de commémoration avant d'enchaîner sur une réunion de travail économique à la présidence. Dès son arrivée aux Marquises prévue à 16h30, il va se recueillir sur la tombe de Jacques Brel et de Paul Gauguin. Il sera accueilli en fin de journée en grande pompe bien sûr au stade de Hivaoa. Voilà qui referme cette page de la visite présidentielle. Gros plan maintenant sur nos athlètes à Tokyo. Les Jeux Olympiques battent désormais son plein. Les surfeurs tricolores Michel Bourez et Jérémy Flores se focalisent sur leur préparation. Heidi Henko les a rencontrés avant la compétition de ce dimanche. Yarana le Fénois, je suis sur la plage de Tsurugasaki. C'est ici qu'auront lieu les épreuves de surf pour ces Olympiades. Ici, évidemment, que notre Spartan Michel Bourez pourra s'exprimer sur des petites vagues pour l'instant, mais on attend évidemment une tempête, soi-disant, ce week-end. Pour l'instant, c'est des petites conditions, mais les vagues sont belles. Je vous invite à regarder tout de suite l'entraînement ce matin de nos Français. Pour atteindre le spot de Tsurugasaki, nous sommes partis aux aurores. Il faut quitter Tokyo et s'éloigner du bitume. Les longs tunnels s'ouvrent sur la préfecture de Chiba. Au bout d'une route de campagne qui longe les rizières, on aperçoit enfin l'océan Pacifique. C'est ici que la première compétition de surf des Jeux Olympiques aura lieu. Michel, Joanne, Pauline et Jérémy sont déjà à l'eau depuis 5 heures ce matin. En fait, on n'a pas du tout l'habitude de surfer ce genre de conditions, donc il faut s'adapter. C'est plus compliqué pour certains que d'autres, dont moi.
Du coup, ouais, c'est vrai que moi, c'est un peu mon point faible, les petites vagues. Du coup, j'essaye de m'entraîner à fond depuis que je suis arrivé. J'essaye de travailler beaucoup sur mon matériel aussi, trouver la planche qui va le plus vite possible, essayer de perdre un peu de poids aussi, bien manger pour essayer d'être le plus léger possible, pour aller le plus vite possible. Pour l'instant, les vagues sont assez petites. On n'a pas l'habitude de surfer ce genre de conditions en compétition, mais on a de la chance parce qu'il y a un cyclone qui arrive qui va apporter des vagues. Donc pour nous, c'est plus une histoire de s'échauffer, d'essayer des planches, mais parce que quand le cyclone va arriver, il y aura des plus grosses vagues, donc ça va être plus favorable à nos surfs, quoi. En attendant la tempête tropicale, Michel arrive à prendre quelques vagues. Le Spartan avait décidé avec ses coéquipiers de zapper la cérémonie d'ouverture pour garder leur bulle sanitaire intacte, le Covid n'étant jamais loin de ces Jeux. Pour Michel, pas question de tout risquer, il reste concentré sur son objectif. On a un objectif en tête, donc, qui est de rapporter une médaille. Et du coup, pour moi, c'est l'objectif premier. Je me focalise seulement sur ça. Qu'on soit les pionniers, c'est bien, mais voilà, gagner une médaille, c'est mieux, quoi. La Team France pourra encore s'entraîner aujourd'hui. Demain, la compétition devrait débuter dès 7h. Beaucoup au Fénois aussi, qui est aussi dans mon cœur, parce que ma femme est tahitienne, ma fille est tahitienne et on réside maintenant à Tahiti. Donc merci à tous pour les encouragements. Les îles, on est en force là sur cette sélection, donc on va essayer de bien représenter nos petits cailloux pour rendre tout le monde fier, quoi. Voilà, ce dimanche, Michel Bourez s'est qualifié pour le 3e tour de ces JO. Jérémy Flores passant un repêchage. Eux aussi ont surfé la vague de la victoire. Hinatea Bernardino chez les femmes et Steve Teihut-Atta chez les seniors hommes ont remporté le Te-Aito aujourd'hui. Une victoire à l'arraché pour Steve Teihut-Atta face à Kevin Seran, Jérusalemi, Théophane Teritua sur place et Rohan Poutourou. Le voici, le successeur de Kevin Seran Jérusalemi, Steve Teihut-Atta, le nouveau vainqueur du Te-Aito 2021. Début très difficile pour les rameurs, puisqu'au commencement de la course, c'est Hotuterei pour œil qui se distingue de tous ses adversaires. Mais cela n'a pas suffi face à la puissance de Steve Teihut-Atta, suivi de près par Kevin Seran Jérusalemi, qui prend la 2e place. J'avais laissé un peu Hotu mener les débats. Mais après, juste avant le pont, là, elle avait pris une avance que j'avais pas prévue, quoi. Après, waouh, ça commençait à psychoter un peu. Commençait à se dire, waouh, putain. Là, il est vraiment parti pour s'en aller, là, ou quoi. Mais après, je remercie Kevin. Kevin qui a vraiment fait le boulot. Du Taone jusqu'à Mahina, c'est Hotuterei qui menait la danse avec 100 mètres d'avance par rapport à ses adversaires. Mais au dernier moment, l'écart s'est resserré jusqu'à ce que Steve et Kevin décident de le dépasser vers les derniers kilomètres. Et après, Steve, je pense que sa préparation, elle a été plus efficace qu'à moi. Moi, j'ai plutôt été en vacances ces derniers temps. Hein. Mais bon, c'est pas une excuse. Steve, il a prouvé aujourd'hui qu'il était plus fort et je suis très content quand même de ma 2e place. Hein. Pour Hotuterei, c'est la déception. Il termine à la 4e place. J'étais un peu excité aussi de voir que j'ai pris la tête comme ça et étonné en même temps. Hein. Du coup, j'ai essayé de tenir l'écart, mais à la fin, j'ai flanché quand même. Hein. De même que chez les femmes, c'est Hinatea Bernardino qui remporte la victoire, suivie de près par Marguerite Temayana et Ilona Eichen. Je demandais à chaque fois au bateau suiveur à combien de mètres étaient mes poursuivantes. Je ne m'attendais pas à celle de Huahine. Hein. Félicitations et surtout Mangui. Cette course aura été l'occasion pour eux de se préparer avant le Super Aito qui débutera à Rongiruo le 21 août. Voilà, c'est sur ces belles images que se referme cette édition dont je vous rappelle l'information principale. Un accueil sobre pour le président Emmanuel Macron sur le tarmac de l'aéroport de Fa'a. Il a posé le pied à Tahiti à 17h, accueilli par le président Edouard Fritsch et son gouvernement. Le chef de l'État qui a entamé sa visite marathon à l'hôpital du Taone, où il a rencontré le personnel soignant et un message fort, la vaccination. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 6h vos infos radio, je vous retrouve demain à midi. Et notre édition spéciale sur la visite présidentielle aux Marquises demain à 17h. Ne manquez pas donc, juste après ce journal, les JO de Tokyo en direct. Je vous souhaite une belle nuit sur la première. On se quitte sur les images de l'arrivée du président de la République Emmanuel Macron cet après-midi. À demain.
L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.